J'étais debout dans ma petite cuisine à Asheville, en Caroline du Nord, avec une tasse de café fumante dans mes bras lorsque mon téléphone a sonné sur la table. Un message Facebook est apparu de ma mère, Claire Lefebvre. Isabella, ton père et moi aimerions pour toi, Jake et Thomas rentrer à Raleigh pour Noël cette année. Ça fait si longtemps, chérie. J'ai failli renverser mon café sur le parquet. Sérieusement, 8 ans sans un seul appel, pas un seul message, et maintenant il voulait jouer à la famille heureuse. J'ai regardé par la fenêtre les montagnes brumeuses de Blue Ridge, debout, calmes et stables, et je me suis demandé si c'était une sorte de blague malsaine. Ma cuisine, normalement un espace paisible portant encore le léger parfum du toast que Jake a fait ce matin, s'est soudainement senti envahi. J'ai tapé une réponse vague, je vais y réfléchir, je serai peut-être occupé. Mais dans ma tête, une tempête de questions faisait déjà rage, que veulent-ils? Pourquoi maintenant, après toutes ces années? Je m'appelle Camille Lefebvre, 27 ans, je vis avec mon mari Julien Dufresne, 29 ans, et notre fils d'1 an, Thomas. Dans une petite maison blanche à la périphérie d'Asheville. Je travaille comme graphiste indépendant, réalisant principalement des logos et des couvertures de livres, tandis que Jake est un ingénieur logiciel qui travaille à distance depuis le coin de notre salon, entouré d'un fouillis de câbles. Thomas est à son stade le plus espiègle, rampant partout, renversant tout ce qui est à sa portée. Nous ne sommes pas riches, mais nous sommes heureux, le genre de bonheur simple que je n'aurais jamais pensé mériter après le chaos de mon passé. La semaine dernière, j'ai découvert que j'étais de nouveau enceinte, après seulement 8 semaines, et Jake a souri comme un idiot toute la journée quand je le lui ai dit. Mais ensuite, ce message de ma mère m'a frappé comme une pierre jetée dans le lac calme de ma vie. Jake m'a surpris en train de regarder mon téléphone et m'a dit, si tu veux y aller, je resterai avec Thomas. Je ne peux pas laisser les enfants se laisser entraîner dans la pièce qu'ils mettent en scène cette fois-ci. J'ai hoché la tête, mais mon esprit était en désordre. Ma meilleure amie, Sarah, m'a dit de publier à ce sujet en ligne et d'obtenir l'opinion d'étrangers. Venez d'eux. Je suis le plus jeune de 4 frères et sœurs, mon père, Robert, 54 ans, ma mère, Linda, 52 ans, mon frère aîné, James, 31 ans, ma sœur, Rachel, 28 ans, et ma sœur jumelle, Olivia, du même âge que moi. Nous avons grandi à Raleigh dans une maison de banlieue à 2 étages avec une pelouse parfaitement entretenue et un drapeau américain accroché à la porte d'entrée, le genre de famille parfaite qu'on voit à la télévision. Papa était une ancienne star du football universitaire à l'UNC, grand et large, avec des cheveux poivre et sel, revivant toujours ses jours de gloire à travers des histoires sans fin. Maman était une professeure de physiothérapie qui entraînait l'équipe féminine de volley-ball du lycée. James jouait au basketball, Rachel était une star de l'athlétisme et Olivia a hérité du talent de volley-ball de sa mère. Et moi? J'aimais peindre, des aquarelles, des croquis au crayon, tout ce qui me permettait de créer. Mes parents considéraient cela comme un passe-temps idiot. Entre 14 et 16 ans, j'ai consacré mon âme à 15 expositions d'art différentes, chaque œuvre étant le reflet de qui j'étais. Mes parents sont venus exactement une fois, et seulement après que je les ai suppliés en larmes au téléphone. Arrête d'être si dramatique, Isabella, dit maman à chaque fois que je me plaignais. Ils n'ont jamais oublié les jeux de James ou les rencontres de Rachel, mais moi? J'étais l'enfant fantôme, nourri et habillé mais invisible là où cela comptait le plus. Cela piquait comme l'enfer, et j'ai porté cette amertume comme un sac à dos rempli de briques chaque année qui a suivi. Mais ce n'est même pas pour cela qu'ils m'ont interrompu. Le vrai coup de poing est venu quand j'avais 15 ans et que j'ai commencé à sortir avec Mathieu Dufresne, un garçon de ma classe avec un sourire meurtrier et des yeux qui me faisaient oublier comment respirer. Après quelques mois, je l'ai ramené à la maison pour le dîner. J'étais nerveux, mais il semblait l'apprécier. Mes parents étaient amicaux, Olivia l'a même taquiné, pas mal, et tu en as décroché un décent. Et pendant un instant, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, j'avais enfin fait quelque chose de bien. J'étais jeune, mais je rêvais d'un avenir avec Ryan, tellement naïf que c'en est presque risible maintenant. Près de 2 ans plus tard, mon monde s'est effondré. C'était un après-midi pluvieux lorsque mon amie Juliette m'a pris à part à l'école, la voix basse. J'ai vu Ryan au parc hier soir, a-t-elle murmuré, avec Olivia, et ils ne traînaient pas seulement. Ils se sont embrassés. Je ne l'ai pas cru jusqu'à ce que je confronte Ryan après l'école. Il baissa la tête, admettant qu'il me trompait depuis des mois, et pire encore, avec Olivia. Je t'aimais au début, dit-il, mais avec Olivia, c'est juste plus fort. Mon cœur ne s'est pas brisé à cause de Ryan, tout s'est brisé à cause d'Olivia,
la seule personne qui était censée faire partie de moi, celle avec qui j'avais partagé tous mes secrets. Je restais là sous la pluie verglaçante, de l'eau coulant sur mon visage, ayant l'impression que ma poitrine avait été ouverte pas seulement à cause de la trahison de Ryan, mais aussi à cause d'Olivia qui avait tordu le couteau. La pluie ne pouvait pas effacer cette douleur, et tandis que je me traînais jusqu'à chez moi, je savais que rien ne serait plus jamais pareil. La pluie battait encore dans mes oreilles alors que je faisais irruption dans la maison ce soir-là, mes chaussures trempées grinçant contre le parquet. Olivia était allongée sur le canapé du salon, parcourant son téléphone comme si de rien n'était. « Qu'est-ce que tu as fait de Ryan ?» J'ai crié, ma voix se cassant. Elle tressaillit à peine, leva simplement les yeux et sourit. « Tu réagis de manière excessive. Les sentiments ne sont pas quelque chose que tu peux contrôler, tu sais. » Ma vision est devenue rouge pas seulement à cause de ces mots, mais à cause des années où j'ai été rejeté, négligé, traité comme si je n'avais pas d'importance. Tout s'enflamma comme une allumette frappée contre du bois sec. Je me suis avancé et je l'ai giflé fort. Le craquement aigu résonna dans la pièce alors qu'Olivia tombait sur le canapé, serrant son visage, ses yeux écarquillés remplis de choc. Je me figeai, ma main me piquait, sachant que j'avais franchi une ligne, mais à ce moment-là, je m'en fichais. Maman et papa se précipitèrent de la cuisine, leur voix se chevauchant dans un refrain furieux. « Isabella, as-tu perdu la tête ?» James dévala les escaliers en trombe, attrapant mon bras et me tirant en arrière, tandis que Rachel se tenait près de la porte, me regardant avec un détachement froid, comme si j'étais une étrangère. La pièce a plongé dans le chaos, des cris, le fracas d'une lampe frappant le sol, les battements de mon propre cœur si forts que je pouvais à peine entendre autre chose. J'avais allumé l'allumette et maintenant toute la maison était en feu. Quelques heures plus tard, après que la bagarre se soit calmée et qu'Olivia se soit retirée à l'étage avec un sac de glace pressé sur le visage, mes parents m'ont appelé dans la salle à manger. La faible lumière jaune projetait des ombres nettes sur leurs visages sévères. Papa était assis au bout de la table et me regardait avec un regard qui pourrait faire cuire du verre. « Vous pourriez être accusé en tant qu'adulte pour avoir agressé votre sœur, » a-t-il déclaré d'une voix froide et mesurée. « Mais nous n'impliquons pas la police. Au lieu de cela, vous allez à Charlotte pour vivre avec votre tante Suzanne. Nous ne laissons pas ce gâchis ternir la réputation de notre famille. » Ma bouche est restée ouverte. Ils ne me demandaient pas ce qui s'était passé et ne se souciaient pas de la façon dont Ryan et Olivia m'avaient trahi. Pour eux, j'étais le problème, l'enfant exclu qu'il fallait éliminer pour conserver leur image parfaite de la famille américaine. Je me suis moqué intérieurement. Oh, bien sûr, je ne voudrais pas que le mouton noir gâche sa prochaine carte de Noël. 2 jours plus tard, j'ai été poussé à l'arrière de la camionnette de papa avec rien d'autre qu'une seule valise. Pas d'adieu sincère, pas de seconde chance. Olivia ne m'a même pas regardé quand je suis parti, elle est restée assise là, pressant le sac de glace contre sa joue comme si j'étais le seul en faute. Je suis arrivé à Charlotte par un après-midi maussade, le ciel aussi gris que mon humeur. Tante Marianne, 48 ans, m'a accueilli à la porte avec un câlin serré et un sourire chaleureux. Elle vivait avec son mari, oncle François, dans un petit appartement rempli de livres et de plantes. Le premier soir, ils se sont assis avec moi autour d'une pizza à emporter, m'expliquant pourquoi ils avaient rompu les liens avec la famille il y a des années. Elle avait révélé son homosexualité après l'université et mes grands-parents, ainsi que mes parents, l'avaient renié. « Notre famille adore renier les gens », a-t-elle déclaré avec un rire vif. La semaine suivante, j'ai commencé dans un nouveau lycée, un immense bâtiment en briques où personne ne connaissait mon nom ni les bagages que je transportais, et je me suis lancé dans un nouveau départ. Mais ces premières nuits, je pleurais d'épuisement dans un lit qui n'était pas le mien. Tante Marianne s'asseyait à côté de moi, passant ses doigts dans mes cheveux en murmurant « Tu n'en as pas besoin pour prouver ta valeur. » Au début, je ne la croyais pas. Je me sentais trop brisé, trop abîmé, mais avec le temps, petit à petit, j'ai réalisé qu'elle avait raison. J'avais l'habitude de pleurer parce qu'il m'avait abandonné, mais j'ai ensuite décidé qu'il ne valait pas une autre larme. À partir de là, j'ai gravi les échelons. Je suis entré à l'université de Caroline du Nord à Asheville, j'ai étudié le graphisme et j'étais déterminé à me débrouiller seul. Au cours de ma 2e année, j'ai rencontré Jake lors d'une exposition d'art étudiante. Il se tenait devant mon aquarelle, un paysage de montagne brumeux, et a dit « Celui qui a peint ceci doit être assez profond. » J'ai ri, ou juste vraiment dans les montagnes. Nous sommes sortis ensemble, sommes tombés amoureux et nous nous sommes mariés il y a 3 ans lors d'une petite cérémonie dans un parc près de chez nous.
Lors de la planification du mariage, j'ai pensé à inviter ma famille, mais je me suis dit, non, ils ne méritent pas d'être là lors de mon heureux jour. Thomas est arrivé il y a 1 an, un paquet de chaos et d'amour, et nous nous sommes suffisamment rassemblés pour acheter notre petite maison ici, un sanctuaire où j'ai enfin senti que j'avais ma place. J'avais reconstruit ma vie à partir de ces cendres, brique par brique tenace, et je pensais que le passé était mort et enterré. Autrement dit, jusqu'à ce que le message stupide de maman la semaine dernière fasse tout remonter, donnant des coups de pied et criant dans la lumière. Ce message de maman me rongeait depuis que je l'avais repoussé au fond de mon esprit après avoir déménagé à Asheville, déterminé à laisser le passé à sa place, enfoui sous 8 ans de poussière. Mais maintenant, assise sur notre fauteuil déglingué au coussin bleu délavé, je ne parvenais pas à m'en débarrasser. J'avais mis toute cette saga en ligne hier soir, m'attendant à moitié à un silence radio, pour me réveiller avec un flot de commentaires d'étrangers, « N'y allez pas, ils ne vous méritent pas. Noël est pour les gens qui tiennent vraiment à vous. » Je m'assis dans le fauteuil, parcourant les commentaires, sirotant mon café chaud tout en regardant Jake jouer avec Thomas. Sur le tapis, et j'ai pensé qu'ils avaient raison. Pourquoi devrais-je me traîner à râler pour les gens qui m'ont jeté de côté comme la poubelle d'hier? J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé une réponse à ma mère, « Merci pour l'invitation, mais je resterai à Asheville avec Jake et Thomas. » Je m'attendais à une réaction du genre, « Tu es égoïste, Isabella », mais à la place, ils ont répondu, « Nous respectons votre décision. J'espère que nous pourrons vous voir après les vacances. » Trop facile, presque banal. J'ai laissé échapper un rire sec, marmonnant dans ma barbe, « Ils n'ont jamais pris de temps pour moi auparavant, alors pourquoi devrais-je gâcher mon Noël pour eux? » Jake et Thomas nous étions ma vraie famille maintenant, et avec cette petite vie qui grandissait en moi, je n'allais pas nous entraîner dans le désastre qu'ils avaient prévu. Mais cette réponse calme et polie m'est restée comme une écharde sous la peau, me murmurant que quelque chose n'allait pas. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable en cliquant comme un détective amateur. J'ai consulté le Facebook de mon frère James, maintenant banquier d'investissement à Raleigh, 2 fils, une immense maison, sa photo de profil dans un costume sur mesure semblait tout droit sorti d'une publicité dans un magazine. Vient ensuite le profil de Rachel, elle était infirmière, divorcée il y a quelques années suite à une infidélité et élevant désormais seule une fille. Puis Olivia, elle a épousé Ryan juste après le lycée, a eu 2 enfants et a acheté une maison de banlieue l'année dernière. De toute évidence, l'argent n'était pas un problème. Papa venait de poster une photo de sa nouvelle voiture de sport, probablement en pleine crise de la quarantaine. La page de maman était remplie de galas de charité et de récompenses communautaires, son numéro de mère parfaite atteignait 11. J'étais assis là, regardant l'écran, me demandant, pourquoi maintenant? L'argent, non, ils étaient tous plus riches que moi. Un rein ou quelque chose comme ça, peut-être, mais Olivia étant ma jumelle, elle serait mieux adaptée. Thomas, mais ils avaient déjà des petits-enfants. La suspicion dans mon ventre a commencé à me brûler comme une nouvelle blessure. Le lendemain matin, j'ai appelé tante Marianne, elle décrocha, sa voix rauque au-dessus de la ligne, « Et gamin, qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai tout dit. Elle rit sèchement. « Il ne change jamais, n'est-ce pas ?» Puis son ton changea, devenant sérieux. Elle a dit grand-père Henri, 79 ans, me demandait récemment si j'étais marié, si j'avais des enfants. Elle le confronta, « Pourquoi tu t'en soucies maintenant, après avoir pris le parti d'Olivia et des autres quand ils lui ont coupé la parole ?» C'est à ce moment-là qu'il l'a admis. Ma famille lui avait dit que j'avais trompé Ryan avec son meilleur ami, et quand je me suis fait prendre, j'ai attaqué Olivia avec une rage jalouse. Grand-père était un homme pieux, détestait l'infidélité et y croyait sans aucun doute. Je me suis figé, la bouche grande ouverte, avant de crier dans le téléphone, « Ils ont inventé toute une foutue histoire juste pour me dépeindre comme le méchant ? Je ne peux pas croire cette famille. » Suzanne n'avait pas fini. Elle a dit que grand-père avait lancé un ultimatum, soit il s'excusait et m'invitait à la maison pour Noël, soit il serait exclu de son testament. Il était millionnaire, et c'était la véritable raison de leur soudain changement d'avis. J'ai laissé échapper un rire amer. L'argent, bien sûr, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Je n'ai pas perdu une seconde après avoir raccroché. J'ai bloqué les messages de mes parents, supprimé les demandes d'amitié de James et Rachel et bloqué le numéro d'Olivia, même si elle n'avait même pas pris la peine d'envoyer des SMS. Je m'assis sur le canapé, les mains tremblantes, me sentant à la fois soulagée et si furieuse que je pouvais à peine respirer. Ils sont morts pour moi depuis 8 ans, murmurai-je, et maintenant ce ne sont plus que des cadavres ambulants, à la recherche d'argent.
Je n'avais pas besoin de leurs fausses excuses, je n'avais pas besoin de la fragile illusion d'une famille qu'ils essayaient de reconstruire simplement à cause d'un testament. J'ai regardé par la fenêtre, regardant la neige dériver doucement sur les montagnes d'Asheville, et je me suis dit, j'ai juste besoin dehors de ma vie pour de bon. Mais au fond, je savais que ce n'était pas fini, pas si facilement. 2 jours après Noël, j'étais dans notre salon, en train d'enfiler des guirlandes sur le petit pain débraillé que nous avions ramené du parking d'en bas de la route. Thomas faisait une sieste à l'étage et Jake fredonnait un chant faux dans la cuisine, l'odeur de sa tentative de pain d'épices flottant dans la maison. Je venais de lever la main pour accrocher une étoile scintillante lorsqu'une douleur aiguë et tordue m'a traversé le ventre si violemment que j'ai laissé tomber l'ornement et me suis plié en deux, agrippant le bras du canapé. Jake s'est précipité à l'intérieur, son visage pâlissant lorsqu'il m'a vu affalé là. « Et qu'est-ce qui ne va pas ?» balbutia-t-il, les mains flottant comme s'il ne savait pas où les mettre. Je ne pouvais pas me tenir debout, je ne pouvais pas respirer correctement, j'ai juste haleté, appelle Laure, les dents serrées. Ma belle-sœur, Laure, tout âgée de 30 ans et toujours aussi calme, a hurlé dans sa berline délabrée 10 minutes plus tard, et elle et Jake m'ont à moitié porté sur la banquette arrière alors que le vent glacial d'Asheville traversait mon manteau. À l'hôpital, le visage du médecin m'a tout dit avant même qu'elle parle, ses yeux doux et compatissants que je n'oublierai jamais. « Je suis vraiment désolée, Isabella, dit-elle doucement, tu as fait une fausse couche. Nous devons opérer maintenant. » Quelques heures plus tard, je me suis réveillé dans une pièce blanche et stérile, groggy et endolori. La main de Jake s'enroula autour de la mienne, ses yeux injectés de sang et brillants. « Nous l'avons perdu, murmura-t-il, la voix brisée. J'ai hoché la tête, les larmes coulant sur mes joues, imparable comme un barrage que je ne savais pas que j'avais retenu. La douleur physique n'était rien comparée au vide creux à l'intérieur de moi, comme si un morceau de mon âme avait été découpé et laissé en sang. Des complications m'ont retenu là encore 2 jours, à plat ventre dans ce lit raide, à regarder les carreaux du plafond, à essayer d'être fort pour Thomas. Pour Jake, mais s'effondrant à chaque fois que les lumières diminuaient et que le silence s'installait. Nous sommes rentrés à la maison juste avant le nouvel an, et j'avançais toujours lentement, comme si mon corps n'avait pas rattrapé mon cerveau. J'étais dans la cuisine cet après-midi du 3 janvier, tâtonnant avec la bouilloire pour préparer du thé, quelque chose pour réchauffer le froid qui ne me quittait pas lorsque mon téléphone professionnel sonnait sur le comptoir. Encore un numéro inconnu. J'ai soupiré, pensant que c'était un client qui me harcelait à propos d'un projet de logo en retard, et j'ai repris avec un extrait, « Bonjour, c'est Isabella. » La voix rauque à l'autre bout du fil m'a arrêté net. Isabella, c'est grand-père Henri, mon cœur battait à tout rompre, la bouilloire glissait de ma prise pour s'écraser dans l'évier. Henry Carter, 79 ans, un homme à qui je n'avais pas parlé depuis que je suis enfant. Comment a-t-il même obtenu ce numéro? Probablement mon site indépendant, réalisais-je en me maudissant. Et sans le serrer plus fort, son ton était tremblant, presque frêle. Je suis vraiment désolé, ma fille, de ne pas avoir tendu la main ces 8 dernières années. J'ai raté ta remise des diplômes, ton mariage, le jour de la naissance de ton garçon. Je regrette tout. Je restais là, serrant la tasse froide que j'avais sortie du placard, mon thé oublié, ne sachant pas si je devais raccrocher ou écouter. Il a poursuivi en disant qu'il était dégoûté par ce que mes parents, mes frères et sœurs avaient fait, par la façon dont ils avaient déformé la vérité, puis il a lancé la bombe. Je te réinsère dans mon testament, Isabella. Tu le mérites plus que. Je reniflai, un petit rire amer m'échappant. Il en dit long, ai-je pensé, mais j'ai fini de faire confiance à quiconque portant le nom de famille Carter. J'étais à moitié tenté de lui donner une chance, peut-être qu'il était différent, jusqu'à ce qu'il rouvre la bouche et allume la mèche. Nous parlions depuis peut-être 10 minutes, la plupart du temps en grognant pendant qu'il divaguait, lorsqu'il virait en territoire dangereux. Mais je dois dire, dit-il d'une voix plus dure, cela me déçoit que Thomas ne porte pas le nom de Carter. L'héritage familial devrait signifier quelque chose, vous savez. Je me figeai, la tasse tremblant dans ma main, une brume rouge s'insinuant dans ma vision. Est-ce qu'il vient de... Qu'est-ce que tu as dit? Je l'interrompis, bas et brusquement, lui donnant une chance de reculer. Il ne l'a pas fait. C'est dommage, c'est tout. Le nom aurait dû rester. C'était tout. 8 ans d'abandon, toute une vie de déchets, et maintenant ce vieil homme pensait pouvoir valser et juger ma famille. J'ai explosé. Tu as du culot, ai-je crié au téléphone, en pensant que tu peux me critiquer après tout ce que ta précieuse famille m'a fait subir. J'ai arpenté la cuisine, ma voix s'élevant à chaque mot.
Jake et moi avons choisi Bennett pour nos enfants pour des raisons juridiques, pas que ce soit vos affaires, et que vous n'obtenez pas de vote, espèce de vieux salaud qui contrôle. Prends ton argent sale et fous-le. Il bégaya, maintenant, Isela, je ne voulais pas dire. Mais j'avais fini. Non, tu ne peux pas revenir en arrière maintenant, ai-je crié, les larmes me piquant les yeux tandis que je riais durement et de manière irrégulière. Tu penses qu'un chèque peut me racheter après que vous m'ayez tous laissé pour mort? C'est hilarant. J'ai posé le téléphone sur le comptoir si fort que l'écran s'est fissuré, ma respiration était haletante, un mélange sauvage de fureur et de liberté m'envahissant comme si je venais de briser un mur contre lequel je me cognais la tête depuis des années. J'ai glissé sur le sol de la cuisine, le dos appuyé contre les armoires, le carrelage froid s'infiltrant à travers mon jean alors que je serrais mes genoux. Cet appel, en plus de perdre le bébé, me donnait l'impression que l'univers testait combien je pouvais en prendre avant de m'effondrer. Mais je ne le ferai pas, je n'ai pas besoin de son argent, murmurai-je à la pièce vide, et je n'en ai certainement pas besoin. Si grand-père Henri suivit et m'a coincé dans son testament, je donnerais chaque centime au refuge pour femmes du centre-ville, le laisserais faire du bien au lieu de remplir les poches de ce clan avide. Mais le connaissant, ce n'était probablement que du vent. Une autre promesse creuse de Carter. Mais je n'étais pas assez naïf pour penser que c'était la fin. Ils avaient flairé une carotte à $1 million, et les gens comme eux ne s'enfuient pas tranquillement. Ils creuseraient, fouilleraient, et peut-être même engageraient des détectives louches pour me retrouver. Je pouvais imaginer maman se tordant les mains lors d'un brunch de charité, préparant son prochain mouvement, ou James faisant appel à ses relations bancaires pour trouver mon adresse. Laissez-les essayer, pensais-je, la mâchoire serrée. Ils mettent à nouveau un pied dans mon monde, et je leur montrerai que je ne suis pas le jeu d'enfant qu'ils ont largué il y a 8 ans. Je me suis levé, effaçant la douleur dans mes jambes, et j'ai regardé par la fenêtre. Jake était dehors, poussant Thomas sur la petite balançoire que nous avions construite l'été dernier, son rire résonnait dans l'air vif tandis que la neige époussetait son manteau. Mon cœur se serra, non pas à cause de la douleur cette fois, mais à cause de quelque chose de plus violent. Voici ma famille, jurai-je silencieusement en posant une main sur le verre, et je me battrai bec et ongle pour la garder en sécurité. Quelle que soit la tempête qui se préparait, je l'affronterai de front parce qu'après tout cela, je savais que j'étais plus fort que ce qu'il m'avait jamais cru. Après cette éruption avec grand-père Henri, j'en avais fini de laisser le chaos de ma famille s'infiltrer dans mon monde. Je claquerais bien la porte, mais je n'étais pas assez naïf pour penser qu'il resterait de l'autre côté sans se battre.